Bien, bonjour à tous. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, là, qui est donc le stockage géologique du CO2, je vais faire quelques brefs rappels sur l'effet de serre, les gaz concernés, et puis chiffrer un petit peu les émissions de carbone dans l'atmosphère, les prévisions d'évolution de ces émissions. Et puis je terminerai en donnant brièvement quelques exemples de sites de stockage qui sont pour l'instant des sites dits pilotes, parce que c'est des toutes petites quantités de gaz qui sont stockés encore. Alors, l'effet de serre, c'est donc le processus qui est responsable du réchauffement climatique qu'on observe. Et donc, ce qui est important de souligner, c'est que cet effet de serre, c'est un phénomène naturel et que c'est grâce à lui que la Terre est une planète habitable avec une température de surface qui est de l'ordre de 15 degrés. Alors, l'effet de serre, c'est le processus qui, à partir de l'émission des rayonnements solaires, qui sont en partie réfléchis, eh bien, une partie est absorbée par la surface de la Terre. Cette absorption, elle résulte en un réchauffement de la surface qui, à son tour, parce qu'elle a été réchauffée, elle va réémettre une partie un rayonnement sous forme d'infrarouge. Et ce rayonnement, il va être à son tour soit directement réémis en dehors de la planète, soit absorbé par l'atmosphère. Et donc, s'il est absorbé par l'atmosphère, il va la réchauffer. Cette atmosphère, lorsqu'elle est réchauffée, elle va à son tour réémettre un rayonnement infrarouge en direction du sol. Et donc, ce processus-là, il a lieu plusieurs fois. Et c'est ce processus qui est un apport d'énergie supplémentaire à la surface de la Terre et qui va permettre son réchauffement. Donc tous les gaz qui sont présents dans l'atmosphère n'ont pas la même puissance d'émission de radiation et donc ne participent pas tous également à cet effet de serre. Alors si on regarde quels sont les gaz à effet de serre, tout d'abord comment est-ce qu'on quantifie un petit peu la force d'un gaz vis-à-vis de l'effet de serre? C'est ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global. C'est en gros la puissance que peut émettre un gaz en direction du sol, en direction de la surface de la Terre. Donc c'est une donnée qui est relative au CO2. Vous voyez que le CO2 ici, il est situé à 1. Et donc ensuite, on a toute une série de gaz qui sont de forts gaz à effet de serre, beaucoup plus que le CO2, puisque par exemple, on a le méthane qui est 23 fois plus puissant à transmettre un rayonnement infrarouge vers la surface de la Terre. Ensuite, le protoxyde d'azote. Donc on a comme ça toute une série de gaz qui sont des gaz à effet de serre puissants, beaucoup plus que le CO2. Mais il n'y a pas uniquement ce paramètre à en prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi, évidemment, la durée de vie du gaz dans l'atmosphère et puis la quantité de gaz qui est émis annuellement dans l'atmosphère. Et tout ça, ça permet de construire ce diagramme-là qui montre qu'effectivement, eh bien, c'est bien le CO2 qui, pour 55%, contribue à l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire à cet apport d'énergie qui est ajouté à la surface de la Terre. Ensuite, on trouve les CFC, on trouve le méthane, mais vous voyez que l'essentiel provient du CO2. Donc c'est bien lui le gaz responsable en majorité de ce réchauffement climatique. Alors, la Terre, c'est une énorme réserve de carbone qui est présent dans différents réservoirs. Et entre ces réservoirs, eh bien, le carbone s'échange et il s'échange sous forme de CO2 puisque c'est la forme la plus mobile. Et cette figure, elle illustre les échanges qui existent. Elle illustre une partie des échanges qui existent entre les différents réservoirs de carbone. Et c'est le cycle du carbone, je dirais, à courte échelle de temps, c'est-à-dire les processus qui sont les plus rapides. Alors, on voit que, par exemple, on a donc les chiffres qui sont donnés en gigatonnes de carbone pour les concentrations de carbone et les flux, ils sont donnés en gigatonnes de carbone par an. Donc on voit qu'il y a des échanges qui existent à courte échelle de temps entre l'atmosphère et l'océan sous forme de dissolution du CO2 et puis l'atmosphère et les sols biomasse sous forme de photosynthèse, respiration. Ce que l'on voit, c'est que ces flux, ces échanges, ils sont à l'équilibre et le cycle du carbone à courte échelle de temps, c'est un cycle qui est équilibré. Mais l'homme, à cause des activités humaines, il apporte en plus à l'atmosphère quelque chose qui est de l'ordre de 8 gigatonnes de carbone par an, donc c'est assez gros. Alors j'ai aussi mis les chiffres en gigatonnes de CO2, parce qu'il y a des diapos que j'ai prises par ailleurs qui sont données en gigatonnes de CO2, donc en gros l'équivalence c'est x3, gigatonnes de carbone c'est 8, gigatonnes de CO2 c'est 26. Alors que deviennent ces 8 gigatonnes ou ces 26 gigatonnes de CO2 additionnels qui sont ajoutés dans l'atmosphère? Eh bien, il y en a une partie qui va aller dans ce cycle naturel du carbone. Autrement dit, il y en a une partie qui va être absorbée par les océans,
environ 3 gigatonnes de carbone, et une partie qui va être utilisée par la biomasse via la photosynthèse. Donc vous voyez que la moitié de ces 8 gigatonnes est, je dirais, pompée par des processus naturels, et donc au final, il ne s'accumule quelque chose annuellement qui est de l'ordre de 4 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Et donc c'est ces 4 gigatonnes de carbone qui contribuent à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, et donc au réchauffement climatique. Alors, quelles sont les prédictions maintenant pour les émissions de carbone dans l'atmosphère? Alors là, il y a 2 modèles extrêmes qui sont proposés, qui sont le modèle le plus optimiste et puis le modèle le plus optimiste. Le plus optimiste et le plus pessimiste. Donc le plus optimiste, c'est celui où on essaye de maintenir à 7 gigatonnes, voire 8, donc là vous voyez qu'ici c'est 7, les chiffres ne sont pas exacts, 7 gigatonnes de carbone par an émises dans l'atmosphère. Ce modèle-là, il s'appelle WRE 500, pourquoi 500? Parce que si on émet 7 gigatonnes de carbone par an dans l'atmosphère, eh bien on va arriver à une concentration de carbone qui est d'environ 500 ppm. À l'heure actuelle, on est aux alentours de 380 ppm de CO2 dans l'atmosphère, et même en stabilisant à 7 gigatonnes de carbone, eh bien on estime qu'on va atteindre une concentration qui est de l'ordre de 500 ppm. Et puis le modèle le plus pessimiste, qui est celui où on ne fait rien pour limiter nos émissions de carbone dans l'atmosphère, et on suit une loi de croissance exponentielle, et vous voyez que disons, si je regarde au bout de 50 ans, eh bien on émettra quelque chose qui est de l'ordre de 14 gigatonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Donc, entre ces 2 modèles, eh bien, il y a une ère qui, dans 50 ans, est une différence de 7 gigatonnes de carbone émises, 14 si on ne fait rien, 7 si on essaye de stabiliser nos émissions. Donc, cette différence de 7 gigatonnes de carbone par an, c'est donc les 7 gigatonnes qu'il faut essayer d'éviter d'émettre. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter d'émettre ces 7 gigatonnes de carbone par an? Eh bien il y a plusieurs solutions possibles, et je dirais heureusement. Vous voyez qu'ici il y a une proposition de 6 solutions possibles, chacune permettant d'éviter l'émission de 1 gigatonne par an de carbone dans l'atmosphère. Alors première possibilité, c'est les énergies renouvelables, améliorer les rendements énergétiques, l'efficacité énergétique. Il y a la filière hydrogène, au lieu d'utiliser des hydrocarbures. Il y a le nucléaire, il y a l'augmentation de la biomasse, et puis il y a le stockage, la capture et le stockage géologique du CO2. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce stockage géologique du CO2, c'est donc envisagé comme une solution possible parmi tout un arsenal de solutions qui sont envisageables pour réduire d'environ 1 gigatonne de carbone par an l'émission donc de carbone dans l'atmosphère. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de stockage géologique du CO2, on ne pense pas aller chercher le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Mais il s'agit plutôt d'agir sur les sources concentrées de CO2, c'est-à-dire au lieu d'émettre le CO2 des usines, eh bien aller le chercher directement à la sortie de l'usine, et au lieu de l'émettre dans l'atmosphère, le stocker dans des couches géologiques. Donc la capture et le stockage géologique du CO2, c'est ça, c'est agir sur les sources d'émissions de CO2 pour capturer le CO2 et l'enfuir dans le sous-sol pour qu'il y reste, si possible, plusieurs milliers, voire millions d'années. Alors c'est donc ce que je vais vous présenter maintenant un petit peu plus en détail. Donc ce terme-là, il est très souvent utilisé, c'est le terme qu'utilisent les anglo-saxons, parce que c'est donc une série de processus, le stockage géologique du CO2, qui consiste en 3 phases. La phase de capture, la phase de transport et la phase de stockage. Et donc en anglais, ça donne la filière CCS pour Carbon Capture and Storage. Donc voilà un exemple de cette filière en 3 étapes. On va d'abord aller prélever, aller capturer directement à la sortie de l'usine le CO2 pour ne pas l'émettre dans l'atmosphère. Ensuite, il est transporté vers un site qui est le site de stockage. Donc c'est pour ça que les industriels appellent ça une filière, parce que c'est une série de 3 processus: capture, transport, puis stockage. Alors je vais passer un petit peu de temps maintenant, un petit peu en revue les caractéristiques de chacune de ces étapes, et puis ensuite on essaiera de chiffrer, j'essaierai de vous montrer combien coûte chacune de ces étapes pour voir quelle est la plus importante et la plus difficile technologiquement.
Alors tout d'abord, l'étape de capture du CO2. Donc il faut tout d'abord définir les sources les plus importantes de CO2. Donc qu'est-ce que c'est qu'une source de CO2 adaptée au stockage géologique? Eh bien il faut que ce soit un important point d'émission, autrement dit que ce soit là qu'on émet le plus de CO2, donc avec une forte concentration en CO2 dans les fumées produites. Et puis si possible que ce ne soit pas trop loin d'un site de stockage pour éviter le transport sur des distances trop longues. Alors, ce tableau présente les sources permanentes de CO2. Alors, cette fois-ci, on est en millions de tonnes de CO2, donc il faut un petit peu... tout à l'heure, je parlais de gigatonnes de carbone. Donc, vous voyez que le premier producteur de CO2, c'est ce qu'on appelle les centrales thermiques, c'est-à-dire les centrales qui, à partir de la combustion d'hydrocarbures, produisent de l'électricité. Et si je regarde les chiffres, vous voyez que... je disais que le total des émissions liées à l'activité humaine, c'était 26 gigatonnes de CO2. Vous voyez que là, ces seules centrales thermiques, elles produisent 10 gigatonnes. Donc à elles toutes seules, c'est pratiquement la moitié du CO2 qui est émis par les activités humaines. Donc on a là le plus fort producteur de CO2 industriel. Donc si déjà on était capable de capter le CO2 qui sort de toutes les centrales thermiques, je dirais qu'on aurait gagné notre pari. Et puis ensuite il y a les cimenteries, mais vous voyez qu'il y a un ordre de grandeur de différence. La raffinerie, l'industrie du métallurgique, etc., etc. Donc voilà, on a notre responsable ici. Alors, l'étape de capture, c'est une étape qui est assez compliquée parce qu'il ne s'agit pas, ça paraît simple de se dire on va mettre un tuyau à la sortie de la fumée puis on va récupérer les gaz qui sortent. Alors c'est beaucoup plus compliqué parce que les gaz, c'est un mélange de gaz en fait et ce n'est pas que du CO2 pur. Et on n'a pas envie d'injecter un mélange de gaz qui pourrait être très réactif dans le sous-sol, on a envie d'injecter du CO2 quasi pur. Et donc l'enjeu il est là, l'enjeu il va être de séparer au mieux le CO2 qui est émis des autres gaz. Et donc il y a 3 procédés qui existent pour séparer le CO2 des autres gaz, mais bien sûr, tous ces procédés ils coûtent de l'argent, donc ils consomment de l'énergie, donc 10 à 40% d'énergie consommée. L'efficacité n'est pas à 100%, autrement dit on n'a jamais du CO2 qui sort à 100% pur, mais vous voyez que l'efficacité de la séparation du CO2 est quand même assez bonne, avec un rendement qui est de 85 à 95%. Alors je vais vous montrer maintenant les différents mécanismes de capture, alors assez brièvement parce que moi je suis pas dans le monde industriel, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment que les industriels ont vraiment travaillé. Les mécanismes de séparation du CO2, ils sont en fait directement liés aux mécanismes de combustion des hydrocarbures. Premier type de séparation qui est lié à un premier type de combustion des hydrocarbures, c'est une combustion, je dirais, normale, c'est-à-dire une combustion à l'air. Si je prends un gaz qui est le gaz naturel, qui est du méthane, et que je le fais brûler dans l'air, oxygène, azote, et bien vous voyez qu'à la sortie, j'ai un mélange de gaz, CO2, H2O et N2. Et donc l'enjeu, c'est de séparer ce CO2 des autres gaz. Alors, généralement, la séparation, elle a lieu par voie chimique, c'est-à-dire qu'on fait passer ce mélange de gaz sur, j'ai mis sur un solvant, mais en fait c'est sur de l'eau qui contient des amines, donc des molécules organiques qui, je ne sais pas exactement quelle est la réaction qui a lieu, mais c'est cette réaction-là qui permet de séparer le CO2 des autres phases. Ensuite, il y a tout un travail pour libérer le CO2 qui a été fixé sur cette eau en les réchauffant, pour ensuite aussi récupérer les amines pour qu'elles puissent être réutilisées. Alors, deuxième type de capture, de procédé de capture, qui est lié à un procédé de combustion, qui est une combustion en présence d'oxygène. Donc cette fois-ci, vous voyez, c'est une réaction qui est beaucoup plus simple, parce qu'on brûle le gaz naturel en présence d'oxygène pur, et donc on n'a que deux gaz en sortie, le CO2 et l'eau. Donc la séparation est plus simple, donc moins chère. Par contre, la difficulté de ce processus-là, c'est qu'il faut produire de l'oxygène pur, et donc faire une combustion à l'oxygène pur, c'est quelque chose qui a un coût. Et les centrales, par exemple les centrales thermiques, généralement elles ne sont pas équipées pour faire de la combustion à l'oxygène. C'est assez cher. Et puis, dernier type de capture qui est peut-être le moins utilisé, c'est la capture pré-combustion. Cette fois-ci,
donc avant la combustion, le gaz naturel circule sur un fluide, sur de l'eau, et donc il produit du CO2 et de l'hydrogène, et c'est ensuite l'hydrogène qui subit la combustion, qui produit de l'énergie, et donc il n'y a plus de CO2 en sortie. Donc là, c'est une capture pré-combustion. Alors maintenant, deuxième étape, l'étape de transport. Donc le transport, c'est l'étape la plus simple, parce que ça, c'est une technologie qui existe déjà. On transporte le CO2 généralement dans des pipelines, dans des gazoducs, dans des tuyaux. Et aux États-Unis, hein, vous avez ce schéma-là qui vous montre qu'il existe déjà des milliers de kilomètres de gazoducs dans lesquels on transporte du CO2. Alors pourquoi? C'est quelque chose dont je reparlerai. C'est parce que quand on a un gisement pétrolier qui est en fin de vie, pour extraire plus facilement les hydrocarbures, eh bien généralement on injecte du CO2 qui va servir à pousser les hydrocarbures qui sont un petit peu plus difficiles à extraire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la récupération assistée de l'hydrocarbure. Donc ce CO2 là, ce CO2 qui est injecté dans les tuyaux là, en fait, il est injecté dans des réservoirs pétroliers en fin de vie pour obtenir l'extraction des hydrocarbures. Donc, voilà, donc, par exemple, hein, donc aux États-Unis, il y a énormément de pipelines qui servent à transporter, en fait, non pas des hydrocarbures, mais du CO2 en direction de réservoirs pétroliers en fin de vie. Alors maintenant, le stockage, à proprement parler. Donc le stockage, il s'agit d'aller enfouir en profondeur le CO2 dans des formations géologiques. Donc ce que je vais discuter maintenant, c'est les types de piégeage du CO2, les types de réservoirs, et puis donc je citerai deux exemples de sites qui existent déjà, qui sont des sites pilotes. Alors, on commence par ça, par le diagramme de phase du CO2. Vous voyez que le CO2, à pression et température ambiante, c'est un gaz. Quand on augmente la pression et la température, il devient liquide. Et puis, il y a ici un domaine qui est assez intéressant, au-delà de 73 bars et environ 31 degrés, dans lequel le CO2 est à l'état supercritique. Alors, une phase supercritique, c'est un état intermédiaire entre le gaz et le liquide, mais ça a l'intérêt d'être une phase très dense. Et c'est intéressant parce que du coup, au lieu de transporter, puisque c'est une phase dense, on n'a pas besoin d'énormément de volume pour transporter la même quantité. Donc en général, le stockage géologique, le CO2 qu'on va stocker, on va le stocker à l'état supercritique, parce que c'est beaucoup plus facile de se transporter, ça implique des volumes moins importants. Alors 73 bars, 31 degrés, c'est à peu près la pression et la température qu'on atteint aux environs de 700-800 mètres de profondeur dans un gradient géothermique de 30 degrés par kilomètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut garder ce CO2 sous forme supercritique, eh bien les profondeurs de stockage, elles vont être de l'ordre de 700-800 mètres, voire 1 km de profondeur. Alors, qu'est-ce que ce CO2 supercritique devient lorsqu'il est injecté? Donc là, ici, on a une injection de CO2 à environ 1000 mètres de profondeur. Vous voyez que ce CO2 injecté, il va avoir tendance, même s'il est sous la forme supercritique, il va avoir tendance à faire une bulle, à migrer, d'où l'importance d'avoir un toit imperméable. Donc, comme un hydrocarbure, eh bien, il va falloir bien choisir son site de stockage pour avoir une roche qui sert de bouchon au CO2. Alors l'autre intérêt d'avoir du CO2 supercritique, vous le voyez sur cette image, c'est que quand on est liquide, voire gazeux, donc quand on est moins profond, eh bien la bulle de CO2 elle va de plus en plus s'étaler et donc les risques de fuite ils vont être de plus en plus grands. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à injecter à au moins 800 mètres, voire 1 km de profondeur et sous forme supercritique. Alors ensuite, ce CO2, il va réagir avec les fluides présents dans l'espace poreux, voire avec les minéraux de la formation, et il va provoquer des dissolutions, des reprécipitations. Donc ça, toute cette partie-là, c'est une partie qui fait l'objet de recherches assez importantes en fonction du type de lithologie dans lequel le CO2 est injecté. On essaye d'estimer, de calculer quelles réactions vont avoir lieu et quelles vont être les modifications de la roche-mère dans lequel on injecte le CO2. Parce qu'évidemment, il va y avoir pas mal de réactions minéralogiques avec le CO2.
Alors, les candidats, les meilleurs candidats pour le stockage géologique du CO2, ce sont les bassins sédimentaires. Encore une fois, c'est eux. Alors, d'abord parce qu'ils sont présents à peu près partout dans le monde, hein, ils sont répartis dans le monde. Et ensuite, ils offrent des volumes de piégeage qui sont suffisamment importants. Et ces pièges dans les bassins sédimentaires, ils sont de trois types de pièges différents. Premier type de piège, c'est les veines de charbon, dans lequel Raymond vient de nous en parler. On a vu que dans le charbon, on pouvait absorber, sur les charbons, on pouvait absorber du méthane. Et bien de la même manière, si on injecte du CO2, on peut espérer pouvoir absorber aussi sur ce charbon le gaz. On l'a dit, je l'ai déjà dit aussi, on a les gisements de pétrole ou de gaz qui sont en fin d'exploitation. On se dit que ça va être des bons réservoirs de CO2 puisque ça a été des bons réservoirs d'hydrocarbures, il n'y a pas eu de fuite. Donc s'ils sont en fin de vie, on sait déjà, ils sont déjà équipés avec des tuyaux pour injecter, pour faire ressortir les hydrocarbures. Donc on va pouvoir facilement injecter le gaz dans ces gisements de pétrole ou de gaz en fin d'exploitation. Et puis troisième candidat, présent également dans les bassins sédimentaires, c'est les aquifères salins profonds, où là le CO2 va être présent sous forme dissoute dans l'eau et il n'y a pas de problèmes environnementaux puisque ce sont des aquifères salins, donc non exploitables. Et vous voyez qu'en termes de gigatonnes de carbone qu'on peut mettre dans ces réservoirs, vous voyez que les aquifères salins profonds sont ceux qui permettent de stocker le plus de carbone. Alors ça, je crois que c'est une estimation à l'échelle mondiale en prenant en compte tous les bassins sédimentaires. Donc vous voyez que c'est un chiffre qui a une barre d'erreur assez grande parce que c'est pas facile d'estimer les réserves d'aquifères salins à travers le monde. Alors, un mot rapide ici sous les formes de piégeage du CO2. En fonction du type de piège, eh bien, le CO2 il va être piégé sous différentes formes, plus ou moins stables. Dans l'espace poreux, il va être piégé sous forme gazeuse, c'est ce qu'on appelle le stockage immiscible. Dans les fluides de la formation, que ce soit de l'eau dans le cas des aquifères salins ou les hydrocarbures dans le cas des gisements d'hydrocarbures, le CO2 il va être piégé sous forme donc qu'on appelle soluble, sous forme d'acide carbonique ou alors sous forme ionique, principalement sous forme d'ion bicarbonate. Ça c'est la forme dissoute du carbone dans l'eau ou dans les hydrocarbures. Et puis finalement, une dernière forme de stockage possible, c'est quand cet ion bicarbonate réagit avec des cations qui sont aussi dissous dans l'eau pour former des carbonates. Et donc ça, c'est la forme minéralisée puisqu'on a formé un solide, un minéral, un carbonate, à partir du CO2. Alors c'est intéressant de considérer ces différentes formes de piégeage parce qu'évidemment, elles n'ont pas toutes le même niveau de sécurité. Bien sûr, quand on piège le CO2 sous forme minérale, sous forme d'un carbonate solide, eh bien c'est la forme la plus sûre de stockage parce que là on l'a piégé sur une échelle de temps qui est très très longue. Et puis le piégeage immiscible, c'est-à-dire sous forme gazeuse, eh bien là c'est le piégeage le moins sûr, où il y a le plus de risques de fuite. Alors, un dernier candidat qui me tient un petit peu à cœur, puisque c'est sur ça que je travaille, c'est qu'on peut utiliser aussi les roches basiques comme piégeage, pour faire du stockage géologique du CO2. Et l'avantage principal de ces roches basiques, c'est qu'elles permettent le stockage minéral, justement, grâce à des réactions de dissolution des minéraux qui sont présents dans les roches basiques, et ensuite des réactions de reprécipitation. Donc là, j'ai choisi un exemple de dissolution d'un pyroxène, hein, qui est la wollastonite, qui est pas le pyroxène le plus abondant dans les basaltes, mais c'est pour que les réactions soient les plus simples à écrire. Vous voyez que la première réaction, quand on va injecter du CO2 dans une roche comme ça, qui contient des silicates calciques, ou ferromagnésiens, eh bien c'est de dissoudre les silicates et de produire des ions bicarbonate en solution et du calcium et puis de la silice. Et puis ensuite, ce calcium et cet ion bicarbonate dissous va pouvoir réagir pour former un solide, un minéral qui est le carbonate. Donc là, on a vraiment ce que l'on appelle le stockage minéral. C'est une réaction
qui se produit à la surface de la Terre, puisqu'on a, si vous êtes promené en Islande par exemple, ou même sur des ophiolites, on voit de manière assez fréquente des affleurements de carbonate, de magnésie, ou de calcite, qui sont présentes sur ces roches basiques ou ultra basiques. Donc c'est une réaction qui a lieu naturellement. Le seul petit problème, c'est que c'est une réaction qui a lieu sur une échelle de temps assez longue. Alors, si on parle un petit peu d'argent, et donc du coût estimé pour toute cette filière-là, capture, transport, stockage, eh bien c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment la partie capture du CO2 et puis traitement des gaz, c'est-à-dire séparer, sortir le CO2 des fumées et le séparer des autres gaz. Vous voyez ici 37 à 44 € la tonne de CO2 qui va être séparée, qui va être capturée. Le transport, ça coûte pas cher. Et puis le stockage, alors il y a deux valeurs en fonction de la quantité qu'on va stocker, mais le stockage, c'est pas quelque chose non plus qui coûte cher. Et donc on a un coût total qui est estimé en moyenne, allez, on va dire de 50 € par tonne de CO2 stocké, en prenant en compte donc les trois processus, capture, transport, stockage, et en gardant en mémoire que c'est le processus de capture, de séparation du CO2 qui est l'étape la plus chère. Alors maintenant, quels sont les sites de stockage existants ? Alors, donc c'était en 2007, je suis désolée, je n'ai pas remis à jour cette diapo, mais il n'y a pas énormément de changements. Alors, les principaux sites de stockage qui existent, ils sont situés au Canada, en Norvège. Alors, ce sont des sites EOR, c'est justement de l'assistance pour la récupération d'hydrocarbures. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des sites des gisements d'hydrocarbures en fin de vie dans lesquels on injecte du CO2 pour mieux récupérer les huiles qui restent à récupérer. Ici en Algérie, on injecte, alors vous voyez les quantités qui sont prévues, qui sont injectées, 20 millions de tonnes par exemple au Canada dans ce gisement d'hydrocarbures. Celui-ci, je vais en parler. Donc ça, c'est un site qui se trouve en Norvège, en mer du Nord. On a un stockage qui est dans un aquifère salin. Encore une fois, 20 millions de tonnes. Donc ça vous donne une idée des quantités qu'on peut injecter, qu'on injecte à l'heure actuelle. Donc c'est assez peu finalement. Alors, l'exemple de Sleipner en Norvège, donc vous voyez, la Norvège est ici, le site de Sleipner est ici, en mer du Nord, donc c'est un gisement de gaz naturel qui est exploité. Et pourquoi on fait de l'injection de CO2 sur ce gisement-là ? Eh bien parce que le gaz naturel qui est extrait, c'est du méthane, mais il contient 9% de CO2 dans le réservoir. Et on ne peut pas le vendre avec 9% de CO2, puisque les spécifications pour la vente autorisent seulement 2,5%. Donc on est obligé de séparer le méthane et le CO2. Et donc la Norvège a introduit une taxe d'émission de CO2, qui est une taxe de 50 € par tonne de CO2 émise. Et donc suite à cette introduction de taxe en 1991, eh bien l'exploitant, j'ai oublié son nom, l'exploitant a décidé de réinjecter le CO2 qui était ici émis suite à l'exploitation du gaz naturel. Et donc l'injection a débuté en 1996 et on injecte à peu près 1 million de tonnes par an. Est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Donc ça va se terminer à peu près en 2016 et ça fera en gros 20 millions de tonnes injectées au total. Alors voilà une image du site. Donc là on a le gisement de gaz qui est ici, qui est exploité ici sur une plateforme, et puis qui est réinjecté ici dans un aquifère qui se situe dans des grès qui sont situés donc au-dessus du gisement de gaz. Voilà. Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais évidemment, quand on fait du stockage géologique du CO2, eh bien, il y a une étape importante qui est l'étape de suivi ou de monitoring, on utilise ce terme-là aussi, pour suivre les risques voir s'il n'y a pas de risque de fuite. Et donc, une des méthodes, évidemment, pour suivre la migration, les mouvements de la bulle de CO2, c'est des méthodes sismiques. Et là, on a une image
une image sismique, donc avec les deux réflecteurs qui limitent le niveau sableux dans lequel est injecté le CO2. Donc ça, c'est l'image avant injection, en 1994. Quand, après 2,35 millions de tonnes de CO2 injectés, en 99, on voit qu'on a de nombreux réflecteurs qui apparaissent. Ça, c'est le CO2 qui sert de réflecteur maintenant et qui a été introduit dans l'espace poreux. Après 4,36 millions de tonnes de CO2, on voit que le volume occupé par le CO2 est de plus en plus grand. Donc ça permet, cette imagerie sismique, ça permet de suivre l'évolution de la bulle de CO2. Et ça, c'est un facteur important. Quand on a un site de stockage, il faut pouvoir être capable de suivre l'évolution du CO2 et de voir comment il migre. Alors, en France, est-ce qu'il y a des sites pilotes, des sites d'injection de CO2? Alors, il y a eu pas mal de réflexions dans le bassin de Paris. Pour l'instant, c'en est resté au stade de réflexion. Il y avait un projet qui a été mené par le BRGM, un autre qui a été mené par Veolia, mais je crois que ces deux projets en sont pour l'instant au point mort. Enfin, je ne sais pas trop, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas en tout cas de site prévu d'injection à court terme. Par contre, il y a un site d'injection qui fonctionne, qui est le site de Lac, donc qui est un site pilote de démonstration intégré sur un site industriel et qui est une injection qui est menée par le groupe Total. Donc le site de Lac, vous connaissez sans doute, hein, c'est aussi un gisement de gaz naturel qui maintenant ne fonctionne plus. Et donc Total utilise ce gisement déplété de gaz pour injecter du CO2. Alors je ne vais pas... ouais. Je ne me regarde pas. Non, j'ai presque fini. Bon, ben voilà. Donc ça a démarré en 2010. C'est des toutes petites quantités de gaz qui sont injectés. Ils sont injectés à très grande profondeur, à 4 km de profondeur, dans des dolomites. Et Total... injecte de toutes petites quantités, beaucoup moins grandes que ce qu'il y avait de méthane. C'est un réservoir qui a contenu le méthane, donc il n'y a pas de risque de fuite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour tester la technique. Mais il y a vraiment... Bon, voilà. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Alors, avant de conclure, je voudrais juste, je me fais pas de pub, mais il y a quand même pas mal de groupes, il y a beaucoup de questions de recherche fondamentale qui sont intéressantes autour de cette problématique de stockage géologique du CO2. À l'IPG, par exemple, on a un gros groupe de travail financé par les industriels, par Total et Schlumberger, sur des questions de recherche assez fondamentales. Par exemple, justement, comment accélérer ces réactions de minéralisation du CO2 quand ils vont réagir avec des basaltes ou des roches ultra basiques, couplées à ces minéralisations du CO2, on observe parfois, et ça a été mentionné ce matin, la production de carbone organique associée au carbonate, et donc c'est assez intéressant d'étudier ces réactions et de comprendre comment ça peut se produire. On a un groupe aussi qui travaille sur l'interaction entre le CO2 et la biosphère profonde, parce qu'il y a certaines bactéries qui utilisent ce CO2 et qui pourraient permettre d'accélérer ces réactions de carbonatation, encore une fois. Et puis évidemment, il y a un gros travail de fait en amont, en recherche fondamentale, sur la mise au point de méthodes de suivi à la fois géochimiques, à la fois géophysiques, comme la sismique, mais aussi géochimiques pour mieux comprendre, pour mieux suivre l'évolution de la bulle de CO2. Et donc, dernière diapo, je terminerai en disant que la technologie qui est associée à cette filière de stockage géologique du CO2, elle existe, elle fonctionne, et donc maintenant, les enjeux pour un développement à plus grande échelle, c'est vraiment des enjeux qui ne sont pas donc d'essayer de réduire le coût, mais c'est des enjeux d'acceptabilité sociale, de sécurité des sites de stockage, parce que ça c'est une question importante, à long terme en plus, et aussi de choix politiques. Et j'ai mis taxer les émissions de CO2 parce que ça sera vraiment la seule façon de forcer les industriels à injecter le CO2 si on le veut. Voilà. Merci. Alors, des questions. Merci.
Moi, enfin, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même à chaque fois qu'on parle du stockage, parce que j'étais sur le site de l'AC avec les gens de Total. On me dit, bah oui, mais il n'y a pas de problème parce qu'avant, il y avait déjà du gaz, il y avait du méthane. Ouais, mais bon, l'interaction entre le méthane et l'encaissant, surtout quand il est carbonaté, c'est pas la même chose qu'avec le dioxyde de carbone. Donc, et à chaque fois, je demande s'il y a des études sur l'effet d'interaction géochimique avec les propriétés physiques et notamment qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Alors là, on dit, oh oui, il y a des études. Si, même Total, hein, un groupe de recherche qui travaille là-dessus. Hein. Donc oui, il y a des gens qui font des expériences en laboratoire où on fait réagir du CO2 avec des minéraux. Ils développent aussi des gros codes de calcul pour voir les réactions qui vont pouvoir... non, ça c'est quelque chose qui est vraiment étudié, oui. La réactivité du CO2 avec les roches et les minéraux encaissants, si, c'est quelque chose qui est très étudié. Ben, ça dépend de l'encaissant. Évidemment, si on injecte dans des carbonates, on va dissoudre. Et ensuite, oui, mais ensuite, il y a des phases secondaires qui vont reprécipiter, comme des minéraux argileux, par exemple. Et donc, on connaît les réactions. Voilà. Après, c'est l'échelle de temps qui est un petit peu plus difficile à estimer. Et puis ensuite, c'est la question aussi de porosité, perméabilité. Quand on fait des dissolutions, reprécipitations, on fait varier ces paramètres-là. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces codes de calcul, mais je sais que Total, en particulier, a des experts qui travaillent là-dessus. Oui, j'aurais voulu savoir si vous aviez quelques exemples à nous donner de facteurs qui permettraient d'accélérer justement les réactions de carbonatation. Parce que c'est toujours des choses qu'on voit avec l'altération des silicates pour le pompage du CO2, mais on nous donne toujours un ordre de grandeur du million d'années. Et là, justement, à l'échelle humaine, comment accélérer ces réactions pour pouvoir justement piéger le CO2 ? Sachant que dans les réactions, on relibère quand même un CO2 par rapport à ce qui a été piégé dans la réaction que vous donnez. Ouais, dans la somme de CO2, on en relibère un. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait précipiter les carbonates, on en libère un, ouais. Mais la réaction globale, c'est quand même une réaction de... On en consomme un, oui. Mais comment est-ce qu'on peut accélérer ? Est-ce qu'il y a des... Dans vos études, ouais. Vous avez vu En fait, les paramètres qui permettent d'accélérer, c'est la température. Donc ça, c'est le premier, celui qui vient à l'idée en premier. Donc, on ne peut pas augmenter la température à moins d'enfouir très profondément, mais naturellement, c'est pas facile à faire. Donc, ce qui est envisagé aussi, c'est de faire de la carbonatation ex situ, c'est-à-dire qu'on utilise les résidus miniers, par exemple, des mines de serpentinite, qu'on récupère toutes les roches qui sont plus ou moins broyées, et on fait de la carbonatation dans des usines à carbonatation en fait. Donc ça c'est ce qu'on appelle la carbonatation qui n'est pas in situ, sur place, dans les formations géologiques, mais de la carbonatation ex situ. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a essayé de faire varier la salinité. Il n'y a pas vraiment de paramètres très clairs pour savoir comment améliorer les cinétiques réactionnelles. Parce que le problème, c'est que si vous faites de la carbonatation in situ, vous allez à une échelle de temps court, vous allez reproduire du CO2. Et donc c'est un peu paradoxal parce qu'on cherche à créer du CO2 et en fait vous en libérez instantanément en faisant de la carbonatation in situ. Non, mais le bilan net, c'est quand même un bilan. On en pompe 2 pour en libérer un, donc c'est quand même un bilan positif. Mais les résidus, vous en faites quoi? Ces résidus de carbonatation, il faut. Qu'est-ce que vous entendez par les résidus de carbonatation? En fait, dans les roches basiques, vous voulez dire en fait, y a les résidus de carbonatation, c'est en fait un silicate et c'est le carbonate. Donc en fait, c'est des solides, voilà, qui cohabitent. Voilà, y a pas de problème. Alors, oui, si je peux continuer sur cette... Une des problématiques, c'est justement les phases secondaires silicatées qui précipitent aussi, parce que ces phases secondaires, elles vont recouvrir les minéraux, par exemple le pyroxène calcique ici, et c'est des phases qui vont bloquer les réactions de dissolution.
Donc, une des grandes questions, c'est comment faire pour que ces phases secondaires silicatées, qu'elles soient argileuses ou purement siliceuses, elles ne blindent pas les minéraux, elles ne stoppent pas les cinétiques réactionnelles. Donc ça, c'est une question de recherche fondamentale sur laquelle on travaille. Et